Honorable Assemblée, nous reprenons nos travaux en accueillant Monsieur le professeur Jean-François Courtine, qui a été professeur en Sorbonne à Paris. Ses titres d'honneur sont nombreux, entre autres membre honoraire de l'Institut de France. Son enseignement portait, je crois que vous n'enseignez plus, mais votre écrit enseigne. Son enseignement portait sur l'histoire de la philosophie, comme en témoignent ses publications sur Schelling en 1990, sur Heidegger la même année, ainsi que l'édition d'un congrès sur Heidegger en 1996, sur Lévinas en 2012, je ne savais pas, ce sont tous des livres qu'on a ici dans la bibliothèque de la Grégorienne. En 1992, il présenta une publication intitulée « Phénoménologie et théologie », la publication d'une rencontre qu'il organisait quand il était professeur à l'école normale supérieure, si j'ai bien compris. Ouais. Philosophie et théologie, avec Jean-Luc, une publication à laquelle ont participé Jean-Louis Chrétien, Michel Henry, Jean-Luc Marion et Paul Ricoeur par ordre alphabétique, même si dans le livre c'est dans un autre ordre. Un petit livre qui a déchaîné les polémiques après qu'Emmanuel Janicot ait accusé cet ouvrage de pousser la phénoménologie française à revêtir des attributs d'ontothéologie. M. Courtine est connu mondialement pour ses études d'histoire de l'ontologie, précisément. Par exemple, sur les catégories de lettres, études de philosophie ancienne et médiévale en 2003, suivi en 2005 de l'Inventio Analoriae, métaphysique et ontothéologie, des ouvrages fondamentaux pour la métaphysique. La session de ce soir lui est confiée en raison de son intérêt pour Suarez, qui enseigna la dogmatique au collège romain, c'est-à-dire à la grégorienne, à la fin du XVIe siècle, pendant 5 ans. Puis il est retourné en Espagne pour pouvoir écrire justement dans les méditations, mais c'est les disputationes. M. Courtine est l'auteur en 1990, vous voyez, Schelling, Heidegger, Suarez, la même année, Publius, sur Suarez et le système de la métaphysique, un ouvrage célèbre, cité dans le monde entier, sur les changements de paradigme lors de la modernité. Le professeur Constantino Esposito, que nous sommes heureux d'accueillir également ici, en a assuré la traduction en italien, publié en 1999, si je ne me trompe. Et également en 1999, M. Courtine a publié un ouvrage d'articles mis ensemble, Nature et emprise de la loi, études suarésiennes. Une des dernières publications de M. Courtine en 2013 est intitulée Archéologique, Husserl, Heidegger, Patočka. Nous sommes en présence donc d'un professeur qui sait de quoi il parle, parce qu'il a une ampleur d'intérêt philosophique et une qualité dans chacun de ces points qui est assez extraordinaire. Nous sommes non seulement heureux, mais honorés de vous accueillir dans cette aula magna de la grégorienne. Voilà, nous sommes tout entiers à votre écoute. Merci pour cette présentation trop généreuse. C'est comme ça. Je veux d'abord remercier aussi le professeur Caruana et la faculté de philosophie de l'université grégorienne pour leur invitation à ce colloque. Mon propos est intitulé « Droit naturel et droit des gens » de Thomas d'Aquin à Suarez. C'est naturellement un champ beaucoup trop large. Et en vérité, même s'il y a des retours en arrière vers Thomas, je me limiterai à 2 auteurs principaux, Vittoria et Suarez. Vittoria, une des pièces centrales dans la réflexion juridico-politique de Vittoria est son analyse de la communauté politique entendue comme communauté parfaite, poursuivant une fin propre et suffisante.
Cette analyse figure dans la première leçon publique, la Relectio de Potestate Civili, je prononce à la romaine, l'italien ici, cette leçon donc qui est donnée à la fin de 1528, au début de l'enseignement de Vittoria à Salamanque. Vittoria est très conscient de l'enjeu de cette détermination d'une fin propre et quasi immanente à la communauté politique, sans que celle-ci doive être ordonnée d'emblée à une fin supérieure. C'est, nous le verrons, la communauté internationale, l'idée du monde en son entièreté, totus orbis, qui assumera pour Vittoria le rôle de fin ultime de la communauté politique, mais toujours à l'intérieur d'une relation, disons, horizontale. C'est sans aucun doute cette théorie de l'État qui constitue aussi chez Vittoria le fondement ultime de sa réflexion sur le ius gentium, interprété désormais comme ius inter gentes. La Respublica est en effet définie d'emblée par lui comme une institution de droit naturel qui détient en son ordre propre la souveraineté, la summa potestas. Dire que la société politique est de droit naturel, c'est donc d'abord prendre position contre ceux qui soutiennent, qui soutenaient qu'elle naît tout simplement de la volonté humaine. Je cite, Cité et République sont pour ainsi dire l'œuvre de la nature qui a fourni aux hommes ce moyen de protection et de conservation. Protection et conservation sont des nécessités impérieuses en raison de la condition originelle de l'homme, que la nature a laissé fragile, faible, démuni et sans force, privé de tout secours, manquant de tout, nu et sans pelage. La société est ainsi non seulement ce qui permet à l'homme de subvenir à ses besoins, mais encore, pour ainsi dire, de s'humaniser. S'il est vrai que l'amitié et la communauté de vie sont des traits fondamentaux de l'humanité. Si donc l'État n'est pas une œuvre d'art, si son institution ne relève pas de l'artifice humain, il faut en conclure que le pouvoir est de droit naturel et qu'il ne, je cite, et qu'il ne procède ni d'une création humaine ni d'un droit positif. Il en est de même, par voie de conséquence, des pouvoirs publics, car si les hommes doivent se réunir et se rassembler pour assurer leur sécurité, aucune société ne peut se maintenir sans une force et un pouvoir qui la gouverne et qui veille sur elle. Ce qui fait que le pouvoir politique est absolument aussi utile et nécessaire que le sont la communauté et la société. Si l'État se trouve être le sujet immédiat du pouvoir, susceptible de transférer son autorité à un souverain, cela vaut aussi bien des États païens que des États chrétiens. On a ici affaire à une loi d'essence, si je puis dire. La communauté politique étant de droit naturel, aucun État, sous peine de disparaître en tant que tel, ne peut donc être privé de ses pouvoirs publics. C'est là, si l'on veut, une nécessité d'essence qui n'affecte en aucune façon le partage fidèle-infidèle, comme le souligne la Relectio de Indiis 1.1.4, je cite, « Ni le péché d'infidélité, ni les autres péchés mortels n'empêchent les barbares de posséder un pouvoir véritable, tant public que privé. » La leçon sur le pouvoir politique en tirait déjà les conséquences par rapport à la question de la conquête. Je cite, « Les princes chrétiens, laïcs ou ecclésiastiques, ne pourraient priver les infidèles de leur pouvoir ni de leur autorité pour la seule raison qu'ils sont infidèles, à moins qu'ils n'aient commis par ailleurs une injustice. Les peuples infidèles, fin de citation, les peuples infidèles possèdent donc naturellement, normalement, tout autant que le peuple chrétien, les prérogatives juridiques qui découlent de la sociabilité humaine.
La pluralité des communautés politiques ainsi reconnues se laisse pourtant intégrer selon une nouvelle idée directrice, celle d'une civitas maxima, une communauté de droit public dont le bien commun est une finalité supérieure, mais dont la définition n'est pas intrinsèquement théologique. Car la société politique, la res publica, pour complète et parfaite qu'elle soit, n'est pas encore une réalité ultime. Elle est intégrée dans une communauté qui la dépasse, mais qui dépasse aussi la chrétienté, à savoir la société universelle totus orbis. En définissant ainsi un bien commun supérieur à celui des États, le bien commun propre au monde entier considéré comme tel, Vittoria introduit un principe fondamental d'égalisation entre toutes les communautés politiques, dès lors qu'elles sont reconnues dans leur véritable personnalité juridique. Là encore, les enjeux de l'application d'un tel principe au Nouveau Monde apparaissent immédiatement. Les deux leçons de 1539 sur les Indiens et sur le droit de guerre vont tirer les conséquences de cette première réflexion consacrée à la communauté politique de droit naturel et à son inscription dans une communauté internationale, fût-elle encore idéale, comme idée téléologique. Sur le mode du raisonnement hypothétique qui caractérise son exposé de 1539, Suarez franchit encore un pas de plus, un pas tout à fait décisif, dans cette perspective de légalisation des différentes communautés politiques. Si le prince chrétien se trouvait légitimement régner sur des païens, je cite, il ne pourrait prendre en considération l'intérêt d'autres sujets, comme les Espagnols, mais seulement l'intérêt des païens, de manière que ceux-ci conservent leurs biens et ne soient pas dépouillés au profit d'autres de leurs richesses et de leur or. La République des Indiens n'est pas une partie de l'Espagne, mais elle est ordonnée à elle-même. Je répète cette hypothèse. Dans l'hypothèse où un prince chrétien devrait gouverner d'autres sujets, il devrait prendre en considération, en tant que prince, l'intérêt des sujets, fussent-ils païens, de manière que ceux-ci conservent leurs biens et ne soient pas dépouillés au profit d'autres de leurs richesses et de leur or. Pour qu'il y ait véritable communauté politique, il importe que le prince ne prenne en considération que l'intérêt de ses sujets, fussent-ils païens ou infidèles. S'il est vrai que le pouvoir politique assume l'autorité transmise par la communauté et prend le relais du soin, de la défense et de la conservation qui appartiennent de droit à chaque homme. C'est à partir de telles prémices que Vittoria peut affronter la question fondamentale de la légitimité de la conquête européenne dans ses aspects politiques, juridiques, éthiques et religieux. S'il y en a, quels sont les titres juridiques de la conquête et de la guerre? Les Espagnols et les Portugais à l'égard des Indiens du Nouveau Monde. Cette question est instruite à partir de la thèse fondamentale: les Indiens qu'ont découvert les conquistadors ne sont pas des sauvages ou des barbares demeurés en marge du monde, mais bien des peuples constitués en État auxquels il convient de faire droit dans une communauté mondiale. C'est là un point sur lequel Las Casas, à son tour, insistera inlassablement. Les Indiens maîtrisent des techniques, ont des cités, des gouvernements. La chose est de plus en plus claire après la découverte du Mexique et du Pérou. En d'autres termes, la question principielle qu'oblige à penser à nouveau frais la justification ou la critique de la conquête
Cette question est celle de savoir ce qu'est un peuple, ou mieux, ce qui fait d'un peuple un peuple. Question que l'on retrouvera dans le Principatus Politicus de Suarez. Troisième partie de la Defensio Fidei, n'est-ce pas, qui a été publiée séparément sous ce titre Principatus Politicus. Le traité de 1539, j'en reviens à Vittoria, est organisé autour de la distinction de 7 tituli non idonei nec legitimi et d'autant de titres légitimes. Vittoria examine d'abord les titres non légitimes. La souveraineté mondiale de l'empereur, la souveraineté mondiale du souverain pontife, le ius inventionis, le refus du christianisme, les crimes barbares, le prétendu libre accord ou consentement des Indiens, la mission spéciale selon les bulles alexandrines. Il importe de noter qu'un certain nombre de ces titres considérés comme non légitimes se retrouveront repris, transformés et assumés dans les titres légitimes. C'est notamment le cas de la propagation du christianisme, du droit d'intervention et de protection. C'est en raison de cette structure argumentative que Carl Schmitt a pu insister à juste titre sur ce qu'il nommait l'impartialité, l'objectivité, la neutralité de l'auteur dont l'argument n'apparaît plus, dit-il, médiéval, mais bien moderne. Le même Carl Schmitt soulignait encore la profonde nouveauté de la thèse centrale de Vittoria dans son commentaire du premier titre légitime de la domination des Espagnols sur les barbares, à savoir celui du droit naturel de société et de communication, commercium. Vittoria y récuse en effet la formule de Plaute, l'homme est un loup pour l'homme, en ces termes, non enim homini homo lupus est, ut ait comicus, sed homo. Ce que Carl Schmitt commente en ces termes, je cite ici Carl Schmitt, c'est le Carl Schmitt de Nomos der Erde. Le terme homo, répété à 3 reprises, sonne de manière tautologique et neutralisante. Pour le Moyen-Âge, poursuit-il, la qualité commune, être homme, n'avait pas besoin de niveler les différences sociales, juridiques et politiques qui sont apparues au cours de l'histoire humaine. Tous les théologiens chrétiens savaient que les infidèles, les Sarrasins et les Juifs étaient des hommes. Et le droit des gens de la Respublica Christiana, avec ses dimensions et ses distinctions profondes entre différents types d'ennemis et par conséquent de guerre, reposait sur cette distinction entre les hommes et sur la grande variété de leurs statuts. Fin de citation. Or, ce sont ces distinctions qui se trouvent en un sens remarquable gommées par la tautologie de Vittoria, au titre d'une première et décisive neutralisation. Neutralisierung, c'est encore un terme de Schmitt. Les princes des peuples non chrétiens ont une juridiction légitime sur ces peuples, tout comme les habitants du Nouveau Monde ont un dominium légitime sur leurs terres. Et par là, les princes chrétiens n'ont aucun droit immédiat à la conquête. Il n'en allait pas de même, je le note en passant, s'agissant des Sarrasins, dans le cadre de la Reconquista en Espagne, ou de la lutte contre l'expansion turque, ou encore de la croisade. Bon, ce seraient d'autres questions tout à fait intéressantes et difficiles à envisager. Mais s'agissant du Nouveau Monde, la question de la juste guerre est élaborée en principe dans le cadre d'une réciprocité et d'une réversibilité a priori. Tous les droits des Espagnols à l'égard des barbares sont également valables s'agissant des barbares à l'égard des Espagnols. Ces droits sont réciproques, iura contraria, selon une réversibilité entière. D'où la formule qui peut nous paraître étrange et scandaleuse à propos du droit de société et de communication, commercium, je cite,
les princes indiens ne peuvent empêcher leurs sujets de faire du commerce avec les Espagnols. Et inversement, les princes espagnols ne peuvent interdire le commerce avec les Indiens. C'est sans doute par rapport à des notations de ce genre qu'il faut comprendre la remarque de Carl Schmitt, dénonçant chez Vittoria une subtilité trop abstraitement neutre, détachée et par conséquent également anhistorique. Fin de citation. L'anhistoricité mérite en tout cas ici d'être soulignée dans la mesure où elle marque bien l'immense distance qui sépare les considérations juridiques de Vittoria de toute prise de position réglée sur une idée de progrès ou de supériorité d'une civilisation par rapport à une autre. C'est peut-être un des traits qui contribue à distinguer le plus nettement la position de Vittoria de celle d'un auteur plus moderne, comme Juan Rines de Sepúlveda, défenseur de la supériorité de la civilisation espagnole, et s'appuyant prétendument sur l'éthique anicomate d'Aristote. Là aussi, c'est un autre sujet que je laisse de côté. On trouve en effet chez Vittoria, et a fortiori chez Las Casas, aucune perspective relevant de ce qu'on pourrait appeler anachroniquement une quelconque philosophie de l'histoire. La raison principale en est certainement que l'examen des titres de la conquête se déploie en réalité dans un horizon qui demeure largement théologique ou économico-théologique. Ce à quoi Vittoria ne peut ni ne veut renoncer, ce qu'il ne remet jamais en cause directement, pas plus que ne le fera Suarez, c'est le cadre doctrinal de la problématique de la guerre juste. Par là, Vittoria appartient encore pleinement à l'horizon conceptuel et juridique de la Respublica Christiana, ce qui donne aussi la mesure de l'extraordinaire tension qui traverse toute son œuvre, ou plus précisément encore la Relectio de Indies. On y retrouve en effet l'argumentation, la rhétorique traditionnelle, qui maintient les cadres fondamentaux de la mission, de l'évangélisation, de la cause d'une juste guerre, et en même temps l'élargissement incontestable de l'horizon à travers la notion de totus orbis, la radicalisation du thème de la societas et du commercium, la reprise et la transposition au plan international de la philia aristotélico-cicéronienne. Aux yeux de Vittoria, le premier titre légitime de la conquête espagnole est en effet le droit naturel de société et de communication, fondé sur l'amitié qu'une nature commune établit entre tous les hommes. C'est là un droit fondamental, naturel et susceptible à la limite d'être imposé. Je cite un petit passage, le premier titre peut être appelé de droit naturel de société et de communication, le premier titre légitime de la conquête. Les Espagnols ont le droit de se rendre et de demeurer dans ces territoires du Nouveau Monde. On peut le montrer tout d'abord à partir du droit des gens, qui est ou du droit naturel ou du droit dérivé du droit naturel. Citation de Gaius, on appelle droit des gens ce que la raison naturelle a établi entre toutes les gentes, entre parenthèses, nationes. Dans toutes les nations, en effet, on considère comme inhumain de mal recevoir les étrangers et les voyageurs sans raison spéciale, mais au contraire, il est humain et juste de traiter les étrangers, de bien traiter les étrangers, à moins que les voyageurs venant en pays étranger ne se comportent mal. Fin de citation. Dans la citation qu'il fait de Gaius, après Thomas d'Aquin, Vittoria substitue de manière tout à fait significative le terme gentes au terme homines. Le jurisconsulte définissait bien en effet le droit des gens comme un droit commun, s'imposant aux hommes pris en tant que tels, et par là distinct tant du droit naturel au sens strict que du droit civil propre à chaque cité. Vittoria transforme ce texte archiclassique en une tautologie, qui est tout sauf insignifiante. Le droit que les Romains posaient entre tous les hommes se trouve ainsi converti en un droit entre les groupes humains, les nations, les gentes. Le droit des gens devient ainsi, au sens propre, au sens moderne, un droit international ou interétatique. Ce qui est en question dans cet appel au droit de société
et au droit de communication établi par la raison naturelle, qui est ici raison humaine, c'est une transposition et comme un élargissement de l'amicitia cicéronienne à l'ensemble des nations, considérées comme des entités indépendantes. Je reviens pour conclure sur ce point à la thèse fondamentale du théologien juriste Vittoria. Si le totus orbis, transposition laïcisée de la Respublica Christiana ou de l'Imperium, si le totus orbis constitue bien d'une certaine manière un seul corps politique, una respublica, Vittoria n'envisage pas pour autant qu'il puisse se matérialiser dans une instance supranationale ou supraétatique. Certes, dans la première leçon sur le pouvoir politique, il va jusqu'à poser une autorité du monde entier comme fondement du droit des gens. Je cite 3 lignes, le monde entier, qui forme d'une certaine manière une seule communauté politique, a le pouvoir de faire des lois justes et bonnes pour tous, comme celles qui se trouvent dans le droit des gens. Cependant, la question reste ouverte de la possible, chez Vittoria, de la possible incarnation de cette autorité du totus orbis. Quel pourrait être au juste le pouvoir politique de la communauté mondiale? La question, disais-je, reste ouverte. J'en viens à Suarez. Suarez, comme Vittoria, affirme l'autonomie, l'autosuffisance de la communauté politique comme communauté parfaite. Mais il radicalise pourtant la thèse du théologien de Salamanque en fonction de 2 considérations nouvelles. Sa détermination, disons, volontariste de la loi et de l'État in pura natura, c'est-à-dire abstraction faite des théologoumènes relatifs à la chute et à l'histoire du salut. En un mot, abstraction faite de toute considération économique. Dans son De Legibus, Suarez commence en effet par critiquer la définition thomiste générale de la loi, avant sa partition, loi éternelle, loi divine, loi humaine, et secondairement, loi ancienne, loi nouvelle, parce qu'une telle définition est à ses yeux beaucoup trop large. Pour Thomas, on s'en souvient, la loi est d'abord l'ordination rationnelle au bien commun, promulguée par l'autorité qui a la charge de la communauté. Mais dans le Ad primum de la question 93, article 4, il précise que dans le cas de la lex naturae, la promulgation doit s'entendre comme le fait pour Dieu d'avoir inscrit cette loi dans l'esprit humain, en sorte que la loi naturelle y soit naturellement connue. La loi naturelle est celle qui est inscrite par Dieu dans l'esprit humain. Ce qui revient à dire que ce qui fait qu'une loi est une loi ne tient pas d'abord ou pas seulement à sa promulgation par une autorité légitime, mais que l'élément essentiel pour toute loi est l'ordination de la raison, la référence au bien commun. Thèse thomasienne. Suarez va critiquer cette définition de la loi en raison de son extension qu'il juge métaphorique, indûment métaphorique. Pour lui, la loi ne reçoit de force obligatoire que si elle émane d'un organisme souverain. La force contraignante, la vis coactiva de la loi, ne résulte pas de sa valeur normative, elle devient constitutive de sa nature même en tant qu'elle implique une décision impérative de la volonté. C'est donc pour laisser à la loi sa forme et sa force de loi que Suarez tente à introduire une séparation tranchée entre la loi dite naturelle, celle qui est inscrite dans le cœur de l'homme et que la raison reconnaît, et la loi humaine qu'instaure positivement, en la déterminatio, la volonté du souverain. Certes, Suarez défend apparemment contre Gabriel Vasquez la coappartenance de la loi éternelle et de la loi naturelle, et il entend faire de la loi positive, dans la lignée de Thomas d'Aquin, une détermination de cette dernière, la loi naturelle. Pourtant, à ses yeux, la légalité de la loi renvoie toujours à une décision et à une injonction de la volonté qui choisit indifféremment.
même de la loi éternelle, affirme Suarez, il faut dire qu'elle postule un acte positif de la volonté divine. Quia libertas essiam Dei est formaliter in voluntate divina. Ainsi, pour Suarez, le jugement de la raison ne suffit jamais à déterminer la volonté, qui demeure toujours la cause efficiente de l'acte et ne reçoit rien à proprement parler de son objet. La première conséquence d'une telle doctrine au plan juridico-politique, c'est évidemment la thèse de la prééminence de la lex sur le ius, alors que ce dernier, pour Thomas, comme nous l'avons rappelé, renvoyait toujours à un iustum, lui-même appréhendé dans son essence, ex natura rei, ius, iustum, ex natura rei. Rien d'étonnant alors à ce que dans sa détermination de l'idée de communauté internationale, comme dans l'élaboration de la problématique du droit des gens, la pensée de Suarez s'oppose aussi de façon tout à fait conséquente à celle de Vittoria, pour qui la loi demeurait essentiellement ordinatio rationis. Certes, Suarez reconnaît lui aussi, dans la ligne de Vittoria, la spécificité d'un bonum totius orbis. Mais quand il s'agit de fixer le fondement de l'obligation s'agissant du ius gentium, c'est le consentement positif des États, dont chacun est d'abord préoccupé d'affirmer et de préserver sa souveraineté, qui vient tout naturellement au premier plan pour Suarez. Donc, le droit naturel, situé en dehors de la loi, ne peut donc s'introduire dans l'ordre juridique que secondairement et à la faveur d'une réflexion morale. J'en viens à présent au second point que je voudrais souligner. Suarez, à la suite de Vittoria, pose l'autonomie et l'autosuffisance du pouvoir politique propre à une communauté parfaite, le corps mystique, politique, moral. Mais c'est désormais dans l'horizon d'une réflexion stando in pura natura que se trouve envisagée la fin du pouvoir politique et de la loi civile. La thèse de l'autonomie du pouvoir politique et de la fin propre à la communauté parfaite qu'est l'État est développée par Suarez dans le De Legibus 3.11 contre Thomas d'Aquin, pour qui la fin ultime de la vie humaine était la béatitude. La fin ultime de la vie humaine était la béatitude, en fonction de laquelle ou à laquelle se trouve ordonnée toute loi. Certes, Thomas reconnaissait l'autonomie relative de la communauté politique à titre de communauté parfaite dont l'homme était partie intégrante, mais c'était pour mieux l'articuler à un système ultimement référé à une félicité supranaturelle. Je me réfère ici, pour aller vite, sur ces questions difficiles d'articulation de la communauté politique à une félicité supranaturelle, aux travaux du père de Lubac, en particulier dans Surnaturel et dans Augustinisme et théologie politique, et aux analyses de M. Todescan, Lex Natura Beatitudo, il problema della legge nella scolastica spagnola. Pour Suarez, en revanche, ni le pouvoir politique ni le ius civile, comme droit positif, ne doivent considérer la félicité ultime surnaturelle de la vie future, puisque celle-ci ne saurait constituer une fin propre, prochaine ou ultime pour la communauté politique. Il y a un court-circuit, n'est-ce pas, qui vient, encore une fois, de la perspective des pura natura. On voit ici clairement comment, dans cette réflexion suarézienne, la doctrine de la pure nature donc exerce ses conséquences juridico-politiques. Le pouvoir politique est purement naturel, et la nature comme telle ne tend à aucune fin surnaturelle. De Legibus 3.11.4. Suarez franchit même un pas de plus dans ce que l'on serait tenté d'appeler la laïcisation, le terme est anachronique naturellement, la laïcisation de la sphère politique. Si la félicité éternelle dans une vie future ne peut constituer en aucune façon la fin propre du pouvoir politique, n'en déplaise au pape Léon XIII, il en va de même de la félicité spirituelle des hommes en cette vie.
En d'autres termes, c'est tout l'ordre du spirituel, envisagé au plan de la communauté politique, voire au plan personnel du salut individuel, qui se trouve exclu de la considération strictement juridico-politique. Indifférent à la félicité des individus, qu'elle soit surnaturelle ou naturelle, le pouvoir politique n'a pas d'autre fin propre et intrinsèque que la félicité naturelle de la communauté politique elle-même, et par là des individus humains, pour autant qu'ils en sont les membres. Le corps politique se trouve certes téléologiquement constitué, il se règle nécessairement sur un bien, mais celui-ci peut et doit se définir de manière entièrement naturelle, dans les limites du présent ou de la vie présente. Dans le traité des Légibus, c'est certainement l'horizon de la doctrine de la pure nature qui contribue à déplacer de manière radicale donc l'articulation thomiste entre la lex naturalis et la lex aeterna. Suarez procède en effet à ce que j'ai appelé tout à l'heure une laïcisation expresse du concept de bien commun, en déterminant respectivement la fin de la respublica humana comme une véritable félicité politique. Certes, pour Suarez, comme d'ailleurs pour Aristote, le but du législateur demeure toujours le bien commun, mais ce dernier est toujours lui-même subordonné à la poursuite d'une fin dernière, chez Thomas, qui le dépasse sans commune mesure. Voilà, c'est avec cette articulation que rompt, me semble-t-il, Suarez. C'est donc de manière tout à fait conséquente que Suarez rejette expressément la thèse selon laquelle l'origine de l'État serait intrinsèquement liée à la chute. L'État est bien plutôt, dit-il, fondé ex institutione primae naturae. Je cite 3 lignes. Ce refus doit être fondé sur ceci, que la réunion des hommes en une cité n'advient pas par accident seulement, en raison du péché ou de la corruption de la nature humaine, mais qu'elle convient par soi à l'homme, quel que soit son statut, et qu'elle contribue à sa perfection. Pour Suarez, donc, comme déjà pour Vittoria, la création ou l'institution de l'État, à titre de communitas perfecta, est toujours de droit naturel, et s'il est légitime de rappeler que le pouvoir politique provient de Dieu, il importe de préciser que c'est toujours per ius naturae, par l'intermédiaire du droit naturel, que procède cette dérivation. La communauté civile se trouve ainsi placée tout entière sur le plan de la nature. Celle-ci, le plan de la nature, suffit parfaitement à rendre compte de l'État comme un corps organique, un corps mystique, dont la fin est bien le bien commun, sans que les conditions de l'ordre social n'aient été substantiellement modifiées par la révélation. C'est pourquoi la puissance publique, telle qu'elle est aujourd'hui chez les princes chrétiens, n'est ni plus grande ni d'une autre nature que chez les païens. On retrouve ici, dans la ligne de Vittoria, l'affirmation radicalisée, si l'on veut, de l'autonomie de l'autorité politique. C'est dans cette même perspective qui conduit à accentuer cette autonomie et cette autosuffisance de la communauté politique comme communauté parfaite que Suarez envisage la coexistence et la coopération des différents corps politiques, on pourrait presque parler ici d'État, au sein d'une communauté plus large, la communauté internationale. Si les communautés politiques sont d'emblée plurielles, caractérisées chacune par la spécificité de leurs lois positives ou de leurs lois civiles, peut-on envisager la possibilité d'une véritable communauté internationale? Celle-ci ne sera pas une communauté parfaite supplémentaire, ni surtout supérieure à la pluralité des communautés politiques ou des républiques, caractérisées par des lois toujours propres et particulières. Pourtant, à défaut d'une véritable communauté internationale, dotée d'un pouvoir législatif, ce qui exclut Suarez, donc, il est possible d'envisager certains droits susceptibles de régler la coexistence du pluriel des communautés politiques, car si les communautés politiques sont divisées de par leur institution même, elles doivent pourtant, tout comme les individus rassemblés pour former un corps politique singulier, elles doivent pourtant trouver une forme de supracommunauté, grâce à laquelle elles puissent se prêter mutuellement assistance et surtout maintenir entre elles des rapports de paix et de justice.
Par là, elle se trouve bien à nouveau comme ordonnée à une fin supérieure, le bien de l'univers, totus orbis, tout comme la République est ordonnée à une fin politique propre. De tels droits sont précisément les droits des gens, iura gentium, pour autant qu'ils reposent, dit Suarez, sur la tradition et la coutume. Pour Suarez, c'est ici la considération de l'usage qui est déterminante. Celui-ci aura en effet permis de définir progressivement un certain nombre de droits communs susceptibles de régler les relations entre les différentes républiques ou les États, sans qu'ils ne forment jamais pourtant réellement ces droits et ces usages, sans qu'ils ne forment réellement un nouveau corps politique, une instance supérieure susceptible de légiférer. Reste que Suarez, qui s'inscrit encore une fois dans le prolongement de Vitoria, élabore l'idée, mais c'est une idée régulatrice, d'une communauté internationale supérieure à la communauté étatique et qui forme comme comme une communauté, comme une entité politique et morale propre. Je cite, « Le genre humain, bien qu'il soit divisé en différents peuples et souverainetés, conserve toujours une certaine unité, non seulement spécifique, mais aussi quasi-politique et morale, celle que prescrit le précepte naturel d'amour et de miséricorde mutuelle, précepte qui s'applique à tous, même à ceux qui sont étrangers à quelque nation qu'ils appartiennent. » Texte d'actualité. Ainsi, le droit des gens, devenu droit international public, se réfère principalement à la coutume ou à l'usage. On accordera sans difficulté que, par rapport à Thomas d'Aquin, de Vitoria jusqu'à Suarez, le droit des gens a changé de nature et aussi de place. Il s'est déplacé de plus en plus nettement en se détachant du droit naturel, sans pour autant se rattacher purement et simplement au droit positif, dont il continue de se distinguer précisément par une différence fondamentale. Il ne saurait être, à proprement parler, institué, ce droit des gens, et en tout cas jamais institué positivement en référence à la volonté souveraine des États. Il demeure toujours donc bien plutôt le résultat, le fruit de l'usage et de la coutume dont on prend acte après coup. Les préceptes du droit des gens, en effet, ne s'imposent qu'en vertu des mœurs de toutes les nations ou de presque toutes les nations. Le droit des gens se distingue ainsi du ius civile en ce qu'il n'est pas propre à telle ou telle cité, province ou nation, mais à toutes les nations ou presque toutes les nations. Voilà pour son universalité. Il se distingue aussi du droit naturel en ce qu'il ne s'appuie pas sur la nature, entendez natura hominis, natura rationalis, mais sur les mœurs, les usages, les coutumes. Ainsi, l'universalité ou la quasi-universalité du droit des gens est liée à l'histoire, les mœurs, les coutumes. Il s'introduit peu à peu, il se répand d'un peuple à l'autre, sans qu'il ait jamais été institué par quelques législateurs, sans qu'il faille non plus imaginer un congrès, un conventus, et un accord express, un consensus de toutes les nations. On remarquera que Suarez s'attache ainsi, sinon à naturaliser le droit des gens, ce qui serait naturellement contradictoire avec son propos, du moins à le rapprocher de la nature. Il est au plus proche de la nature. Il peut donc se répandre de manière presque naturelle, en même temps que le genre humain. Il doit sa validité à l'usage. Il importe, me semble-t-il, pour bien comprendre la conception suarézienne du droit naturel, de prendre la mesure de la tension entre ce double mouvement, historicisé d'un côté et naturalisé de l'autre, le droit des gens. L'habitude ou l'usage fournit évidemment le concept intermédiaire dont Suarez a besoin. Le droit des gens, sans rien perdre de sa justice, il est ius justum, est susceptible de variation, il est mutabile. En inclinant ainsi le droit des gens en direction de la nature, Suarez peut prétendre se rattacher à la doctrine thomasienne, selon laquelle les préceptes du droit des gens sont des conclusions, conclusiones, tirées des principes du droit naturel, par opposition au droit civil positif, qui consiste, lui, en déterminationes, en détermination.
Suarez n'en souligne pas moins ce qui constitue, à ses yeux, la différence fondamentale, essentielle entre le droit des gens et le droit naturel, du moins le ius gentium proprium. Je cite encore quelques lignes. Le droit des gens diffère du droit naturel parce que, dans la mesure où il comporte des préceptes positifs, il n'implique pas la nécessité de la chose prescrite par la seule nature de la chose, et selon une inférence évidente à partir de principes naturels, car tout ce qui est tel est naturel. La conclusion que Suarez tire de cette confrontation différentielle, droit naturel, droit des gens, c'est que le ius gentium est un droit humain et positif. Tout en préservant l'opposition cardinale du droit positif et du droit naturel, il importe de considérer que le droit positif se subdivise lui-même en droit civil et en droit des gens. Ce dernier comporte à son tour deux modalités caractéristiques. Un des modes, le plus proprement dit, que tous les peuples et toutes les nations sont tenus de respecter dans leurs relations réciproques. Pris en ce sens, le droit des gens anticipe ce que l'on nommera ensuite droit international public. Il devient clairement un droit interétatique, ce qui accentue encore son caractère positif. Mais le second mode, la seconde modalité, second mode est celui qu'on nomme improprement et analogiquement droit des gens, pour autant qu'il est observé par les différents États ou les différents royaumes intra-sé dans leur vie et leurs relations internes. C'est ainsi que relève du droit des gens proprement dit tout ce qui concerne la pratique des échanges ou du commerce, le respect des ambassadeurs, le droit de la guerre, etc. Droit des gens international, si je puis dire. En revanche, si conforme à la nature que puissent être les usages entérinés par le droit des gens, aucun d'entre eux ne s'impose absolument ni n'est nécessairement ex vi solius rationis naturalis. On voit bien ici donc comment l'expression ratio naturalis s'est décidément substituée pour Suarez à la notion de loi naturelle. Ratio naturalis versus lex naturalis. C'est par là aussi que le droit des gens, même en son premier sens, se distingue du droit universel, celui qui concerne totus orbis, le monde entier, cher à Vittoria. Un tel droit n'existe en effet jamais qu'à partir de la pluralité des États souverains et de leur volonté de s'accorder sur un certain nombre de conventions non absolument nécessaires. Par là, Suarez creuse un écart beaucoup plus tranché encore entre droit naturel et droit des gens que celui qu'avait reconnu Thomas d'Aquin. Entre ces deux formes de droit, il y a en effet une différence de nature et pas simplement une transition graduelle qui permet le passage de l'un à l'autre. Je conclus. Au-delà de tout ce qui sépare les positions respectives de Vittoria et de Suarez, et ce sont souvent plus que de simples nuances qui les séparent, il apparaît cependant clairement que la problématique du droit des gens représente pour ainsi dire le terrain privilégié sur lequel se laisse exactement mesurer l'écart qui sépare la réflexion des théologiens juristes, Vittoria Suarez, du schéma thomiste ou thomasien de la dérivation, lex aeterna, lex naturae, ius naturale, ius gentium, ius civile. Dans tous les cas, ce qui aura été irrémédiablement brisé, c'est la remarquable continuité de l'ordo, ou mieux de l'ordinatio thomasienne, capable d'intégrer dans un puissant mouvement unificateur ascensionnel la totalité du réel, selon la mesure ultime de la lex divina. C'est sans doute ici le concept thomiste ou thomasien d'inclinatio et celui d'appétit naturel tourné vers le bien qui constituaient les principes directeurs d'une commune participation de tous les vivants à une ordonnance divine et providentielle, à travers laquelle l'ordre de la nature rejoignait sans véritable solution de continuité celui de la grâce. Ainsi,
Par sa législation propre et positive, la loi humaine, réglée sur une justice ou un justum donné ex natura rei, contribuait éminemment dans l'horizon thomasien et sans véritable arbitraire à la détermination de la loi naturelle. Loi naturelle, droit naturel. Le point de référence était toujours assez clairement assigné pour décider de la légalité même de la loi positive. Or, la plus profonde ligne de fracture survenue dans cet édifice, c'est sans aucun doute, comme l'ont bien montré les travaux du père Henri de Lubac, relayés par M. Todescan, c'est sans doute la disjonction, devenue patente au XVIe siècle, entre un ordre désormais qualifié de surnaturel et un statut hypothétiquement constitué, celui de la pure nature. C'est désormais dans le cadre, comme on l'a vu explicitement avec Suarez, dans ce cadre de la pure nature que sont élaborées les thèses fondamentales relatives à la lex naturalis. Dans la perspective du status purae naturae, celle-ci est d'emblée déconnectée de toute considération économique, le salut, étrangère à l'articulation thomiste centrale de la somme, celle de l'exitus et du reditus, de telle sorte que la loi ou le droit naturel représente désormais cet ensemble de principes que la ratio naturalis est en mesure d'appréhender selon son ordre propre. Le droit naturel devient ainsi, en son principe, un droit rationnel. Dans tous les cas, s'agissant de la loi humaine positive, le dictamen rationis ne saurait suffire à faire loi, et il faut encore un nouvel élément constitutif, la volonté. C'est cette profonde déstructuration de l'équilibre thomasien, dont les raisons sont indissociablement doctrinales, confessionnelles et historiques, qui impose, c'est cette déstructuration qui impose de repenser à nouveau frais l'idée même de monde, totus orbis, et de sa possible réunification à la mesure d'un droit des gens essentiellement consuétudinaire, historicisé et, si l'on veut, dénaturalisé. Sécularisation, laïcisation sont certainement des termes trop généraux, anachroniques et indéterminés pour caractériser le phénomène de grande amplitude qui survient de 1511-1512 à 1612. 1511-1512, c'est, je vous le rappelle, n'est-ce pas, la date du fameux sermon d'Antonio de Montesinos, prononcé en décembre 1511 en l'église de la Trinité sur l'île d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti, connue à travers Las Casas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans cette fourchette 1511-1611, c'est que les théologiens espagnols, confrontés à l'interprétation du sens de la conquête, auront contribué à poser les bases de ce qui deviendra, après Althusius et Grotius, l'école moderne du droit naturel. Voilà, je vous remercie. Alors maintenant, le respondent, le correspondant, sera fait, c'est le père Adrien Lentia Pachengue, qui a écrit un doctorat publié sur Ricoeur et la justice, un doctorat qui est tout en finesse et en très grande profondeur. Le père Lentia Pachengue est professeur ici à la Grégorienne depuis 5 ans. Et voilà, à toi la parole. Merci. Voilà, pour répondre à la conférence du professeur Courtine, je pars d'une affirmation de Hegel pour situer mon discours. Hegel, dans sa préface au principe de la philosophie du droit, dit ceci: chacun est fils de son temps, de même aussi la philosophie. Et il ajoute: il est tout aussi fou de s'imaginer qu'une philosophie quelconque dépassera le monde contemporain
que de croire qu'un individu sautera au-dessus de son temps. Ma réponse à cette belle conférence du professeur Courtine se voudrait une double reprise motivée par cette affirmation de Hegel. Je m'explique. Le professeur Courtine a bien situé l'apport de Victoria et surtout de Suarez par rapport à la conception thomiste du droit naturel et du droit des nations, du droit de gens, dans le contexte de l'expansion et de la conquête du Nouveau Monde. Il a montré à juste titre que l'apport de ces deux théologiens espagnols constituait une révolution pour l'époque. Je voudrais juste ajouter que cette réelle révolution s'est faite à l'intérieur des catégories de l'époque. Ça sera la première reprise. Et étant moi-même fils de mon temps, la lecture de Victoria et de Suarez abordant les questions de leur époque ne peut pas ne pas me renvoyer à ma situation actuelle. C'est donc inévitablement que j'entends cette relecture avec les oreilles de l'homme d'aujourd'hui dans notre contexte. C'est pourquoi ma deuxième reprise s'appliquera à poser un jugement critique de ce qui est devenu aujourd'hui ce qui a été appelé les droits des nations. Commençons donc par le premier aspect de ma reprise. Le contexte de la réflexion de Victoria et celle de Suarez sur le droit naturel est dominé par le thomisme. Le peu que l'on puisse dire est que saint Thomas lie directement la loi naturelle à la loi divine par l'entremise de la loi éternelle. Il affirme en effet, je cite, « La loi naturelle n'est pas autre chose qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. En ce sens, le droit naturel fait partie du droit divin. Il est voulu et institué par Dieu en tant qu'il est le créateur. Et puisqu'il s'appréhende par la raison, le droit naturel est pour cela universel. C'est dans le cadre de ces droits naturels que saint Thomas définira les droits des gens. Précisons immédiatement que pour saint Thomas d'Aquin, il ne s'agit pas du droit international, mais d'un droit en quelque sorte intermédiaire entre le droit naturel au sens restreint et le droit positif ou civil. C'est un droit naturel en ce sens qu'il dérive, comme disait le professeur tout à l'heure, des préceptes premiers par mode de conclusion rapprochée. Mais il se distingue du droit naturel restreint que l'homme est dit posséder en commun avec les animaux, en ce qu'il est dérivé de l'élément spécifique à l'homme, la raison, et ne s'applique qu'au rapport des hommes entre eux. Il s'en distingue encore en ceci que le droit naturel restreint considère les choses absolument et en elles-mêmes, de même que celles auxquelles la nature incline, tandis que les droits des gens considèrent les choses quant à leurs conséquences et à ce qui peut être le plus indispensable et le plus utile pour les bien vivre. Bref, c'est le droit qui est observé par tout le peuple et entre tous les hommes, sans pourtant requérir d'institutions spéciales. Il ne doit son existence qu'à la seule raison naturelle. Parmi les coutumes sociales qui en relèvent, saint Thomas mentionne l'existence de l'autorité politique, l'esclavage, le droit de propriété, le respect des contrats ou traités, la recherche de la justice dans les achats et les ventes. La spécificité de tous les systèmes juridiques thomistes est que tous les différents ordres juridiques, tous les droits, toutes les lois ont une fin unique, la béatitude ou la vie éternelle. C'est dans cette ambiance intellectuelle qu'interviendront Victoria et Suarez. La particularité et la nouveauté de leurs réflexions en ce qui concerne le droit consisteront à autonomiser celui-ci en lui enseignant une fin immanente. Le droit naturel n'est plus une simple participation à la loi éternelle et divine, mais une véritable œuvre des raisons naturelles. Il a sa fin ultime dans le bien immanent de l'homme, donc une fin propre. L'école de Salamanque mettra ainsi l'accent sur le principe de l'unité du genre humain. L'individu naît a priori libre et non esclave. Il naît libre et doit demeurer libre. À la même époque, tandis que sévissent les guerres des religions, apparaît la notion de liberté de conscience. Et il me semble que c'est l'apport le plus important de cette époque. Et la séparation de la philosophie et de la religion
rangée au rang d'une opinion. En ce sens, la société politique qui relève du droit naturel s'autonomise de toute fin spirituelle ou expansionniste. Elle a une fin ultime propre, celle d'assurer à ses membres la protection et la conservation, ce qui remet en question la prétention de la souveraineté mondiale de l'empereur. C'est fort de cette affirmation que quelqu'un comme Vittoria proposera l'idée d'une communauté de peuples fondée sur les droits naturels et envisagera que les relations étatiques ne puissent pas simplement reposer sur l'usage de la force. Et il faut reconnaître qu'il s'agissait là d'une avancée par rapport à son temps. Notons que cette idée s'est fondée sur un autre aspect du droit naturel, le droit de commercer avec l'autre, ce que Vittoria a appelé les droits naturels de société et de communication. Ces droits feraient des rapports amicaux et paisibles entre les peuples une fin en soi, la fin du tutus orbis. Il reste qu'au final, ça sera sur ces droits naturels des sociétés de communication que se basera par la suite toute la nouvelle théorie de ce qu'il convient tout de même d'appeler, et cela malgré toutes les subtilités de la réflexion de Vittoria, la colonisation. La colonisation, en fait, part de ces principes-là. Et en cela, bien qu'ayant ouvert les portes à une nouvelle manière de voir les relations internationales, et ainsi avoir fait figure de pionnier en la matière, Vittoria est bien fils de son temps. Sa pensée cadre encore avec les idées conquérantes de son temps, auxquelles était liée la théorie de la guerre juste. C'est donc avec raison que notre conférencier faisait remarquer tout à l'heure que la réflexion de Vittoria se déploie en réalité encore dans un horizon qui demeure largement théologique ou économico-théologique. Et que dire de Suarez? Nous l'avons entendu dans la conférence tout à l'heure, comme Vittoria, Suarez affirme l'autonomie et l'autosuffisance de la communauté politique comme communauté parfaite. Sa particularité propre se trouverait d'abord dans sa détermination volontariste de la loi et sa décision méthodologique de ne considérer les statuts de la loi qu'à l'intérieur de celle-ci, proposant ainsi une correction à la définition jugée trop large que faisait saint Thomas de la loi. Mais bien plus, il faut surtout signaler que Suarez se distingue de Vittoria dans la mesure où il soutient que le droit naturel situé en dehors de la loi ne peut s'introduire dans l'ordre juridique que secondairement et à la faveur d'une réflexion morale. Ainsi, si la félicité éternelle dans une vie future ne peut constituer en aucune façon la fin propre du pouvoir politique, comme l'affirmait aussi Vittoria, il en va de même de la félicité spirituelle des hommes en cette vie. Ce faisant, Suarez évacue tout l'ordre spirituel du champ juridico-politique. C'est ce que le conférencier a appelé la laïcisation de la sphère politique. Et cette laïcisation a pour conséquence d'élaguer tout prestige des princes chrétiens par rapport aux princes dits barbares. C'est dans un tel contexte que Suarez pense la cohabitation et la coopération entre États placés en situation d'égalité. Notons d'abord qu'une telle coopération, sans être structurée à une institution supra-étatique, peut être envisagée comme une supra-communauté, comme le disait tout à l'heure le professeur. Ce vivre ensemble harmonieux se basera, selon Suarez, sur l'usage ou la coutume. Les préceptes qui en découleraient ne s'imposeraient qu'en vertu de mœurs, comme nous l'avons entendu, et comme tels, ils peuvent connaître quelques variations selon le temps et l'espace, selon les époques. Par conséquent, Suarez tire franchement les droits des gens dans la sphère du droit positif, le libérant de manière définitive de l'ordre du droit naturel. Ce faisant, le droit des gens, tel qu'exprimé par Suarez, anticipe ce que l'on nommera ensuite droit international. Nous venons de l'attendre. Et ceci me permet de rebondir pour introduire la deuxième reprise que j'annonçais au début de mon intervention. Comment, en vrai fils de mon temps, je perçois la révolution entreprise par nos dévanciers. Nous devons d'abord reconnaître le mérite de ces dévanciers, ayant initié la réflexion qui rendra possible la création des sociétés comme la Société des Nations, puis l'Organisation des Nations Unies. En ce sens, quand bien même la conférence du professeur
se concentrant sur le droit naturel et les droits des nations, a surtout voulu marquer la disjonction devenue patente au XVIe siècle entre l'ordre surnaturel et l'ordre temporel. Ces paroles n'ont cessé de résonner en moi comme une relecture de l'histoire de l'ordre international tel que nous le connaissons aujourd'hui. On peut ainsi dire que le passage de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies n'est en fait que la fin d'une histoire de pensée et de recherche débutée à l'époque moderne. Et le fait que les deux formes récentes d'institutionnalisation supraétatique aient vu le jour dans le contexte des deux guerres mondiales n'étonne plus outre mesure, puisque nous apprenons que la réflexion initiale s'inscrivait déjà dans la problématique de la guerre juste. Et par ricochet, cette situation de leur surgissement, c'est-à-dire l'après-guerre, avec ses vainqueurs et ses vaincus, ne peut plus justifier l'état des organismes internationaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. En effet, puisque nous pouvons considérer comme un des grands acquis des réflexions de Victoria et surtout de Suarez l'affirmation de l'égalité entre nations, nous sommes en droit de nous poser la question de la pertinence dans les droits internationaux actuels de notions comme celle du droit de veto accordé aux uns, pas aux autres. N'est-ce pas là le symbole même de l'inégalité qui caractérise les institutions internationales actuelles? C'est à se demander si les rapports entre États se fondent toujours dans notre monde d'aujourd'hui sur base des principes d'égalité d'intérêt commun de chaque peuple. Une réponse positive à cette question me semblerait trop hâtive et contredisant les faits. De même, à partir de ce que Victoria appelait les droits des sociétés de communication et qu'il considérait comme un droit naturel, ne peut-on pas penser la problématique de la migration aujourd'hui très sensible? Placée à l'aune de cette problématique, une affirmation de Victoria comme celle qui soutient que les princes indiens ne peuvent empêcher leurs sujets de faire du commerce avec les Espagnols et inversement, les princes espagnols ne peuvent interdire le commerce avec les Indiens, nous conduira à recentrer autrement les débats actuels sur le mouvement des peuples. Mais ce n'est peut-être pas ici le lieu pour un tel débat. Nous aurions pu multiplier les implications de cette réflexion ancienne portant sur les droits des gens. Mais ici aussi, comme en métaphysique, il nous faut suivre les conseils d'Aristote, il nous faut nous arrêter quelque part. Merci. Merci, Adrien.